Alors Matt, le prochain mouvement, le squat, un classique. Pour certains, c'est le mouvement des mouvements. Je sais que toi, c'est le deadlift. On en parlait tantôt. Donc, problématique majeure qu'on retrouve au niveau du squat, ce que je vais retrouver en salle d'entraînement chez la majorité des clients, ça va être un positionnement des pieds vraiment asymétrique. Donc, il va falloir que je coach tout le temps. Non, avance ton pied droit, recule ton pied gauche. Ils ne sont pas capables de se repérer dans l'espace au niveau de leur position. Aussi, beaucoup de positions trop larges. On va aller chercher plus de stabilité. Je pense que tu vas nous donner un petit cue tantôt par rapport à ça, nous dire pourquoi c'est comme ça. Également, on peut reparler un peu de ce qu'on a vu avec le deadlift ultérieurement, mais évidemment, on ne veut pas repasser tout le temps les mêmes patrons moteurs. Mais c'est sûr qu'avec le squat, ce que je vais voir aussi, c'est perte, syphose, thoracique et lombaire. Mais comme on mentionne, on va parler d'autres choses pour le squat aujourd'hui. Finalement, un des gros points majeurs pour le squat, pour moi, c'est vraiment la profondeur du mouvement. Ça, c'est vraiment un enjeu chez la majorité de la clientèle, surtout la clientèle très jeune, les nouveaux kids qui arrivent là, faire le premier squat. Là. Pourquoi, Matt, c'est comme ça? Puis présente-nous là, les outils qu'on a pour corriger ça. C'est sûrement parce qu'ils sont assis toute la journée, Gabi. C'est clair, c'est clair. Bouge pas assez trop de duc. C'est sûr que s'ils bougeaient plus tôt, mais tu sais, c'est intéressant ce que tu amènes parce que on va souvent blâmer le fait que les jeunes font pas assez d'activité physique, puis que ça serait en fait le facteur principal, puis je vais dire même primordial à savoir pourquoi dans une salle de musculation, on n'a pas les performances qu'on veut. Maintenant, comprenez bien, je suis 100% d'accord avec le fait que les jeunes ne bougent pas assez et c'est de plus en plus vrai tout ça et c'est d'autant plus vrai malheureusement avec la COVID, toute la question des écrans. Sauf qu'il faut comprendre que ça, c'est toute une question comportementale d'habitude qui joue sur la santé générale. Mais la santé motrice, à savoir comment un être humain a connecté avec ses muscles, ça s'est fait bien avant l'âge de 4, 5 ou 6 ans, là où on peut, en éducation physique à l'école, recommander plus ou moins de cours. Donc, encore là, oui, plus bouger, c'est mieux bouger ou il faut bouger plus. Mais il faut penser que si on a des difficultés au squat en date actuelle, il y a une origine peut-être, puis ça demande de creuser, là, mais un peu plus lointaine à tout ça. Donc, une des raisons principales, et tu en as parlé, ce déséquilibre des pieds au sol, c'est pivot dans le deadlift, ça l'est aussi dans le squat. On va l'aborder dans le contexte du squat aujourd'hui. Alors, déjà, une chose dont tu as parlé qui est, les clients le disent même, ils se disent, mon Dieu, je regarde mes pieds avant de descendre dans mon squat, puis je me rends compte qu'ils sont pas alignés. Donc, déjà, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que si les pieds sont pas alignés, quand on va se mettre à faire nos flexions, extensions répétées, il va y avoir des contraintes, il va y avoir des enjeux articulaires, puis il peut y avoir des tensions. Justement, il y a 2 jours, je voyais quelqu'un sur Instagram qui filmait son squat, puis qui s'est fait une élongation du quadriceps, mais live, c'est-à-dire qu'il y a quand même le jeune choisi de publier son vidéo en disant « Mon Dieu, c'est vraiment pas le fun, les gyms ferment, puis en plus, je me suis fait un quadriceps. » Mais c'est pour dire qu'au final, cette personne-là, c'est un entraîneur qui sait bien s'entraîner, qui est quand même bien formé. Puis là, on se dit « OK, mais si ça arrive à des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, ceux qui commencent, comme tu le dis, c'est encore un peu plus difficile parce que finalement, on part de loin. » Donc, la question des pieds. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est supposé avoir dans un pied déjà différents critères de normalité. Ce qu'on va voir en posturologie, c'est que, par exemple, quand on tient sur un pied, c'est un test que tout le monde peut faire à la maison. Vous êtes debout, vous regardez droit devant, puis vous tenez sur un pied. Ce qui est automatiquement supposé se produire, c'est ce qu'on appelle un varus. Puis un varus, c'est ce que d'autres appellent souvent plus en anglais une supination, mais c'est que le poids du pied va porter automatiquement sur la partie externe. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça imprime une rotation externe au niveau du tibia, ça va en imprimer une sur le fémur, puis une des fonctions du fessier, vous le savez, c'est bel et bien la rotation externe. Donc, la fameuse activation de la chaîne postérieure passe beaucoup par ce mécanisme-là. Alors, un pied qui est un peu moins développé, qui est un peu immature, entre autres, va souvent accuser d'un déficit dans cette position-là où on va retrouver, pas un varus, mais un valgus. Un valgus. Et à ce moment-là, le valgus va créer toute une chaîne de problèmes posturales, mais aussi motrices, parce qu'on bouge avec notre système postural. Mais ça va faire quoi? Ça va faire que si quand on tient sur un pied,
le pied veut tourner plus vers l'intérieur. Vous le voyez déjà au niveau du genou. Ça crée un genou valgum et le genou valgum va tendre à vouloir abaisser le bassin. Donc, même posturalement, avant même que la personne se mette à bouger, si on met les mains sur le bassin, on va très, très souvent constater que le bassin est un petit peu décalé vers le bas du même côté où on retrouve le pied plus instable. C'est souvent le pied qui, d'ailleurs, dans la position de squat, va être un peu plus en ouverture. Il va aller chercher plus d'équilibre. Il va chercher de l'équilibre. Après, oui, nous, comme coach, on peut corriger ça avec des cues verbaux. On peut même se mettre à vouloir bouger le genou. Puis on voit des fois pire que ça. Sauf que, évidemment, ça ne corrige pas le problème, ça fait juste le gérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de rendre les gens indépendants puis de dire, regarde, à partir du moment où ton pied est fonctionnel, que ton pied est mature, bien, tu n'auras plus besoin d'y penser et tu vas pouvoir te concentrer sur le fait de mettre des charges. Et c'est déjà assez difficile de battre la gravité quand tu as des charges sur les épaules. Si tu as pensé à faire plus que ça, comme de repositionner ton pied quand tu commences à atteindre l'échec, ben tu n'es plus dans la performance puis tu te rapproches un peu trop des blessures, à mon avis. Je vais te mettre un élastique entre les genoux, Matt. Ça va bien aller. C'est pas ça qu'on faisait? Donc, ça, c'est l'enjeu du pied d'un point de vue moteur. Maintenant, ce qui est intéressant, puis ce qui est à peu près jamais considéré, c'est que le pied, pour développer l'aspect de contraction dans les muscles, il faut au départ intégrer un réflexe qui s'appelle le réflexe plantaire. Donc, le réflexe plantaire, c'est la capacité du pied à ressentir le sol et à ne pas ressentir une agression, par exemple, lorsqu'il y a une friction sur les récepteurs cutanés. Donc, à la naissance, ce qui est parfaitement normal, c'est que si on stimule la sole plantaire d'un enfant, ben, il va avoir à la limite un réflexe de retrait. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Mais avec le temps, quand on se met à intégrer le réflexe plantaire, on va avoir tout naturellement une petite flexion des orteils. Et ça veut dire qu'on aura connecté le pied avec le cerveau avec les muscles du pied. Et on le voit chez les adultes, la sensibilité d'un pied par rapport à l'autre est à peu près tout autant et tout aussi souvent asymétrique que d'avoir un pied plus stable et un pied un peu plus instable. Alors, il y a un exercice qu'on va utiliser souvent pour travailler là-dessus. Et en fait, pour l'intégration du réflexe plantaire, on utilise souvent le neurospike. Gabi, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi un neurospike? C'est une petite balle piquante. Pas les petites balles piquantes qu'on retrouve là, soit chez les physiothérapeutes ou même à la limite chez Dollarama pour les chiens. C'est vraiment... ils sont... c'est quoi déjà Les pics sont... long, dur et pénétrant. Ouais, c'est ça. On n'a pas créé le slogan. Non, c'est le slogan de la compagnie. C'est le slogan de la compagnie. Même, ils ont une page Facebook pour les... vous irez vérifier, là, c'est pas... Pour les plaintes, ça revient à eux. Ouais, en fait, il y en a un juste ici, si tu veux le prendre. Ben oui, certainement. On va leur montrer. Donc, ça ressemble à ça. Donc, en fait, ça ressemble au coronavirus, ce qui fait que les ventes sont vraiment en déclin depuis un an parce que les gens ne veulent pas se rappeler que... Mais c'est quand même que c'est à peu près ce qu'on voit à la télé depuis 13 mois. Donc, oui. C'est rigide quand même, hein? On peut pas, là... c'est très difficile à déformer, si on peut dire, là. Parce que dans le contexte d'intégration de réflexes cutanés, souvent, ce qui arrive avec les balles de stimulation, en fait, c'est que les pics, comme ils sont ni longs, mais surtout pas assez durs, et par le fait même, ils ne pénètrent pas. Mais sans blague, c'est qu'en fait, on ressent moins la stimulation avec une balle de stimulation autre. Nos amis qui ont développé le neurospike, ben, ils se sont assurés que les pics, finalement, même si ça fait plusieurs mois qu'on utilise la balle, ben, il reste tout aussi stimulant. Donc, quand on étire, quand on met de la friction au niveau des récepteurs cutanés, ben, ça nous permet d'intégrer le réflexe et ça donne une meilleure motricité. Alors, Gab, on a vu un exercice plus sensoriel pour intégrer le réflexe plantaire. Maintenant, on va parler d'un exercice qui est plus moteur. On l'appelle équilibre sur un pied. Est-ce que tu peux nous le décrire? C'est fort simple, en fait. Vous allez, comme vous voyez dans la vidéo, aller chercher les bras à une hauteur qui va vous permettre de garder de la stabilité. Donc, il y a un facteur progressif avec les bras. On va avoir les bras à 90 degrés ou même plus haut si vous avez le besoin sans faire sentir. Vous allez lever, un peu comme dans le test que Mathieu a montré tantôt, on va lever le pied opposé et vous allez garder une tension avec les orteils. Donc, on veut contracter l'arche du pied au sol.
On va garder normalement un 30 secondes, puis évidemment, on peut jouer avec le volume. Là, ceux qui sont entraîneurs, évidemment, on peut jouer avec les variables, les paramètres, faire plusieurs séries de quelques secondes si jamais la stabilité n'est pas présente pour le moment. Et comme je mentionnais, l'outil pour progresser l'exercice sera la hauteur des bras. Donc, vous pouvez commencer vraiment là, comme une chandelle, les bras à la verticale, puis descendre, puis avoir les mains éventuellement sur les épaules. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le maximum de contraction volontaire avec l'arche du pied au sol et de toujours garder la cheville en varus. Donc, on veut être dans la portion extérieure de la cheville et non en pronation, comme on parlait tantôt dans la description. Un troisième et dernier enjeu dont on va parler pour le squat, c'est on regarde quelqu'un faire un squat de dos, puis souvent quand il commence à atteindre le fond de la cave, les Français ne comprendront pas ce que ça veut dire. Le fond de la cave, pour nos amis en France, c'est quand on est dans le bas du mouvement. Et là, ce qu'on voit, c'est que le bassin, des fois, va se déplacer ou un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Et c'est mal commode parce que nécessairement, ça va jouer sur le recrutement des fessiers de la chaîne postérieure. Sauf que, oui, c'est une faiblesse de la chaîne postérieure, mais c'est vraiment une rotation du bassin sur l'axe qui va s'effectuer. Et en fait, souvent à ce moment-là, quand on regarde le développement moteur, ça nous ramène à un réflexe tout particulier qui est le réflexe amphibien. Alors, le réflexe amphibien, déjà, il faut comprendre que dans la continuité du développement moteur, le réflexe amphibien, pour l'intégrer, il faut avoir intégré la coordination œil-main, le réflexe tonique asymétrique du cou, dont on va parler quand on va parler du bench press tantôt. Il faut aussi avoir intégré le réflexe de Galant, qui est celui dont on a parlé dans le contexte du deadlift. Alors, c'est juste pour savoir qu'au final... Il y a des étapes. Il y a des étapes, puis un réflexe primitif. Oui, c'est intéressant de les travailler, mais il ne faut pas faire ce qu'on appelle du cherry picking. Hein? Ah, on voit telle dysfonction, on va travailler tel réflexe. Dans l'idéal, il faut vraiment suivre l'ordre des choses, hein, comme on devrait toujours faire. Puis quand on parle d'intégration de réflexes primitifs, parce que c'est une tendance que je vois quand même depuis un certain temps, ah, tel mouvement, c'est tel réflexe. Oui, OK, mais ce réflexe-là, il doit être intégré après l'autre. Ah, je ne l'ai pas testé. Ben, il faudrait parce que c'est les bases. Donc, le test pour le réflexe archaïque, on le fait avec Audrey. Vous allez voir sur la diapositive. Audrey, elle est couchée sur le dos et c'est avec la main que je vais soulever le bassin vers le plafond et je suis supposé voir une flexion du genou du même côté. S'il y a une tension musculaire importante, voire imposante, ben, même si je mobilise le bassin, on ne verra pas la flexion du genou concordante. Et comme de fait, ça, c'est le signe d'un réflexe qui n'est pas intégré. Il faut entendre quand je dis ça. C'est une zone du corps où le recrutement musculaire n'est pas optimal. Alors, avec des charges qui sont sur les épaules, on va typiquement vouloir compenser avec le bassin du côté où on ressent un meilleur recrutement. Et pour les lombaires, c'est pas génial parce qu'on sait que les lombaires tolèrent très, très mal le stress au niveau de la torsion et pourtant, c'est exactement ce qui se produit. Alors après, on peut dire, on va tout simplement faire des squats où on descend moins bas et on verra pas autant cette dysfonction-là apparaître. Et je trouve ça parfaitement acceptable dans le contexte où on est en train de réathlétiser l'athlète, sauf qu'à un moment donné ou un autre, si on veut avoir une pleine amplitude de mouvement, ce qui peut être intéressant, ben il faut aller travailler entre autres le réflexe amphibien. Donc, l'exercice, Gab, qu'on peut faire, puis il y en a plusieurs, mais un exercice que j'aime bien pour plusieurs raisons pour le réflexe amphibien, c'est le remodelage justement du réflexe amphibien. Bon, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est qu'on va devoir créer une coordination entre le haut et le bas du corps. Donc, c'est vraiment un exercice d'intégration de façon plus générale que de juste intégrer un réflexe. Et il demande vraiment une coordination en 4 temps. Donc, dans la première étape, on va demander une flexion du genou simultanée avec la rotation du cou du côté opposé. On veut que le pied se positionne à la hauteur du genou du membre inférieur opposé. Et c'est là que ça va se faire après, c'est qu'on va demander une projection du genou vers le côté opposé, tout en gardant le pied parfaitement au sol, ce qui va créer une rotation du bassin et pas une élévation. Hein. Ce n'est pas une extension de hanche, c'est vraiment une rotation sur l'axe du bassin.
Et là, ben, quand on revient au centre avec le genou, on revient au centre avec la tête en même temps. Et en finale, on va amener le genou en extension pour revenir dans la position de départ. Donc, le but, c'est de faire ça du côté où on trouve une asymétrie pour 5 à 10 répétitions. Puis, c'est vraiment de mettre l'accent sur la coordination des segments et évidemment, oui, aussi la mobilité du bassin lorsque l'on passe le genou du côté opposé. Donc, Mathieu, pour conclure le squat, si on veut, d'une certaine façon, régler la position des pieds au départ. Oui. Plus d'asymétrie dans le plus droit en avant, le gauche en avant, un pied plus ouvert pour aller chercher plus d'équilibre sur le pied qui serait, comme on mentionnait tantôt, un valgum, corriger les genoux, la hanche, la déviation au niveau du bassin. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, pour summariser un peu ce qu'on vient de décrire ensemble? C'est qu'il y a toujours deux chaînes, en fait. Les ostéopathes, les posturologues, on s'amuse à parler de chaîne musculaire ascendante et descendante. Si on parle de la chaîne musculaire ascendante, c'est définitif que ça part des pieds. Puis il faut s'assurer de par toutes les technologies et les exercices qu'on a. Donc, en posturologie, on utilise une semelle posturale qui stimule les pieds en permanence. Pour nous, pour Gabriel, pour moi, pour les autres posturologues, c'est un must. On ajoute à tout ça tous les exercices de motricité, dont certains qu'on vous a présentés. Puis c'est vrai qu'il faut faire un mélange de ces deux interventions-là pour avoir un résultat sur le long terme. Mais il y a aussi la chaîne musculaire descendante, à savoir qu'un déséquilibre des muscles oculaires qu'on va voir dans le contexte du overhead press, bien, ça peut vraiment jouer sur le recrutement musculaire du côté droit puis du côté gauche, ce qui fait qu'on peut avoir un pied qui ne joue pas son rôle, mais pas parce que c'est la faute du pied, mais ça peut venir des yeux. Et en fait, ça peut venir du haut, mais beaucoup, puis surtout des yeux. Alors, je pense qu'il faut garder en tête qu'au final, quand on a un squat qui ne fonctionne pas avec les pieds, oui, il faut définitivement regarder les pieds, mais pour conclure, il faut aussi regarder ce qui vient du haut. Et ça, on va le voir quand on va parler du overhead press.